Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Dialogue avec. Je suis Témonie Patricia et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personnalité de tout premier plan, Monsieur Firmin Edouard Matoko, haut responsable au sein de l'UNESCO. Et j'aurai avec moi pour présenter l'émission le Père Jean-Pierre Bojoko. Bonsoir Père Jean-Pierre. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir. Donc, je disais que nous avons un invité de tout premier plan ce soir, Monsieur Firmin Edouard Matoko. Bonsoir, Monsieur Firmin Matoko. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Votre nom est long. Je peux dire Monsieur Firmin Matoko ou bien je dis seulement Monsieur Matoko? Monsieur Matoko, peut-être c'est plus authentique, non? Exactement, merci. Alors, on va aller comme ça alors. Alors, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer, nous allons faire comme nous faisons avec tous nos autres invités. Vous allez nous parler un petit peu de votre parcours et avant votre parcours professionnel, ce sera peut-être la formation. Si on a un peu de temps, si vous pouvez nous parler de votre formation et des grandes étapes de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous engager dans l'UNESCO. Bonsoir tout le monde et d'abord merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis originaire, peut-être comme le nom ne l'indique pas nécessairement, je suis originaire de la République du Congo, Brazzaville. Donc, je suis né à Brazzaville, j'ai grandi à Brazzaville, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Brazzaville et j'ai eu la chance dans ces années-là de bénéficier d'une bourse d'études qui m'a emmené en Italie, où j'ai complété des études à la faculté d'économie et commerce de Rome, la Sapienza, et de sciences politiques à Cesare Alfieri. Et je me suis aussi spécialisé dans les relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Entre autres formations que j'ai faites après l'université, des formations en leadership et management, en gestion des organisations internationales. Voilà. Mais ce qui est essentiel à retenir dans mon parcours universitaire, c'est que je suis entré assez vite, assez jeune, dans le système Nations Unies et particulièrement à l'UNESCO, grâce à un financement, figurez-vous, de gouvernement italien qui, dans ces années-là, avait un programme de jeunes experts associés qui était essentiellement réservé aux Italiens. Et cette année-là, exceptionnellement, ils avaient ouvert ce financement à des étudiants étrangers en Italie. J'ai eu la chance d'être certainement l'unique à avoir bénéficié de ce financement. On parle des années 90, on parle des grandes années de coopération italienne pour l'Afrique. C'est ainsi que je suis rentré à l'UNESCO et que j'ai fait ma carrière petit à petit, du plus petits échelons jusqu'à occuper le poste de directeur général adjoint pour l'Afrique et les relations extérieures, fonction que j'ai exercée au cours des 12 dernières années. Et avant ça, j'ai servi évidemment aussi dans les différents continents, soit dans des missions stratégiques, aussi bien dans des missions de représentation en Amérique du Sud, en Afrique, bien sûr, et en partie en Asie. Voilà, mon parcours professionnel, il est assez atypique, je dois dire, parce que en tant qu'Africains, nous ne sommes pas nombreux à avoir fait cette carrière de plus petit échelon jusqu'au grand échelon. C'est assez rare, c'est à souligner. Un illustre aîné, c'est Kofi Annan. Donc, faites la comparaison. C'est peut-être aussi ce qui a forgé mon ambition et cette décision, après 30 années, plus de 30 années à servir cette noble organisation, à me présenter à ce poste de directeur général de l'UNESCO, où en ce moment je fais campagne. Donc ça fait 3 mois que j'ai démissionné de mon poste pour faire campagne
librement avec le soutien de mon gouvernement, la République du Congo et d'autres partenaires. Merci. Merci. Oui, dans la présentation, j'ai fait exprès de ne pas le dire parce que je préférais que vous l'annonciez vous-même. Donc vous avez posé votre candidature à la direction générale de l'UNESCO et surtout parce que vous en avez l'expérience et vous avez fait le parcours qu'il faut pour avoir en tout cas l'intention de se présenter à un si haut poste. En tout cas, nous vous souhaitons toute bonne chance et je vais donner la parole au Père Jean-Pierre pour continuer avec ce dialogue. Oui, alors je suis d'abord content d'attendre qu'il a passé la grande partie de ses études universitaires à Rome, où moi je suis aussi. Donc, et quand on faisait l'essai technique, je lui ai dit quelque chose un peu en italien. Donc, et même quand il a prononcé, on sent la différence. C'est quelqu'un qui connaît là-bas, qui prononce comme il faut, c'est déjà magnifique. Mais là, n'est pas le point d'intérêt ce soir. Le point d'intérêt, c'est lui-même pour le travail qu'il a déjà réalisé au sein de l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est un domaine clé pour surtout même la jeunesse et pour le monde de sciences. Alors, votre campagne, M. Matoko, met en avant évidemment une UNESCO plus forte, plus dynamique et plus inclusive. Concrètement, quelles réformes institutionnelles envisagez-vous de mettre en œuvre si vous êtes élu? Alors, on part d'un constat d'abord qui est valable pour tout le système des Nations Unies et pour ce qu'on appelle plus généralement les organisations multilatérales. Nous nous trouvons devant une situation de crise du multilatéralisme, une remise en question de ce système qui a permis pendant 70-80 ans, au lendemain de la guerre mondiale, de bâtir la paix dans le monde, ou de poser les conditions pour une paix durable. Et quoi que l'on dise, nous n'avons plus vécu un conflit aussi majeur que la Seconde Guerre mondiale qui a vu la naissance du système des Nations Unies. C'est à souligner. Le système des Nations Unies est une énorme constellation de plusieurs organisations. L'UNESCO en fait partie dans le domaine de l'éducation, de la culture, des sciences et plus récemment encore de la communication et de l'information. Et là, c'est des questions comme on n'en parle pas souvent, de la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, la formation des médias communautaires, les problèmes de déontologie. On n'en parle pas souvent. Aujourd'hui, on est plus reconnu pour nos réalisations dans le domaine de l'éducation et du patrimoine mondial. Mais nous avons aussi ces domaines qui sont prioritaires et qui vous concernent en premier. Donc, il y a cette crise du multilatéralisme, on le voit, des grandes puissances qui sortent ou en tout cas qui ignorent le système multilatéral pour résoudre des problèmes mondiaux. Aujourd'hui, ce sont des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine, certains conflits chez nous en Afrique, en Asie également. On voit qu'il y a une espèce de bilatéralisme, mais qui va plutôt vers un plurilatéralisme où plusieurs États, de par leur puissance, deviennent en quelque sorte ce que certains appelaient les gendarmes du monde, avec tout ce que cela peut comporter évidemment comme conséquence sur les relations internationales. Et donc c'est cette crise que nous affrontons au niveau du système multilatéral. Et donc le premier objectif, c'est de donner, quand je parle donc de plus forte, plus inclusif, c'est de donner plus de force au multilatéralisme, et comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, et c'est mon opinion, c'est le seul espace où chaque nation, petit ou grand, a une voix, a un siège et peut s'exprimer librement, sans contrainte particulière. Donc nous offrons cet espace à l'UNESCO, et je voulais rappeler l'article 1 de la charte de l'UNESCO, qui a été créé justement pour bâtir la paix et qui dit que c'est dans
l'esprit des femmes et des hommes que naissent les germes de la guerre, et c'est dans l'esprit des femmes et des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix, en l'occurrence à travers l'éducation, la formation, à la citoyenneté, à la paix, à travers les programmes d'alphabétisation, à travers la valorisation du patrimoine culturel, à travers la liberté d'expression, à travers la justice et l'équité. Donc voilà, c'est cette confiance qu'il faut retrouver. Deuxièmement, il y a un défi qui doit appeler à des réformes, à des changements, c'est la crise financière. Aujourd'hui, l'aide publique au développement est en train de changer de cadre prioritaire et va plutôt vers l'humanitaire, l'urgence, les conflits qui sont régionaux, je ne les cite pas, mais qui sont mondialisés en fait, puisqu'ils impliquent toute la planète. Nous nous dirigeons vers moins de ressources pour le développement. L'UNESCO est une agence de développement. Nous nous dirigeons vers une aide publique au développement qui est plus bilatérale que multilatérale. Et tout ceci affaiblit la capacité des organisations internationales comme l'UNESCO, l'OMS, la FAO, et je ne cite pas les autres, à opérer sur le terrain notamment. Ceci demande des changements et ce que vous appelez des réformes, moi j'appellerais des changements institutionnels au sein de l'organisation. Un autre élément qui est très important, c'est que des organisations qui sont conçues comme l'UNESCO pour apporter de l'assistance technique sont devenues fortement politisées sur certains sujets. Et ce sont les États membres qui demandent un effort de dépolitisation des débats à l'intérieur de l'UNESCO. On sait pourquoi. Sur les grandes crises qui nous affectent, la politique, elle est quotidienne, on ne peut pas s'en passer, bien sûr, mais on peut trouver le moyen d'avoir moins d'influence politique dans nos débats qui sont essentiellement techniques. Je peux donner un exemple quand on parle des écoles ou des sites du patrimoine qui sont détruits en temps de guerre. On a énormément d'exemples. L'UNESCO est là pour rappeler qu'il y a des conventions, il y a des normes qu'il faut respecter sans prétendre juger des responsabilités, mais mettre toutes les parties belligérantes devant des conventions et des normes qu'ils ont signées. Bon, voilà, ça, ce sont les grands défis qui s'accompagnent, bien sûr, qui accompagnent tous les défis du quotidien qui sont la crise climatique, qui est l'émergence de l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies qui, dans certains cas, apportent plus de fractures que d'unité. Et là, nous y travaillons notamment sur les questions d'éthique aussi. C'est des chantiers prioritaires. Nous avons toutes les questions des sciences. On l'a vu avec la crise de la pandémie du Covid, où certains avaient la maîtrise de la science et d'autres, et notamment notre continent, qui expliquaient ces phénomènes par des phénomènes, des explications paranormales, et donc qui entraînent, c'est l'ignorance de certains, des conséquences de cette science. Et nous travaillons pour avoir une science ouverte pour tous. Et il y a des programmes, bien sûr, qui s'en suivent. Je parlais des journalistes. Bien faire son métier de journaliste en toutes circonstances, c'est d'abord assurer la sécurité et l'indépendance des médias. Et deuxièmement, tout de même, il faut noter que la majorité aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, des journalistes sont des journalistes formés, je ne parle pas seulement de l'Afrique, on les voit en Asie, en Amérique latine, formés sur le tas. Et il faut former ces journalistes, ces médias locaux, communautaires, à une certaine déontologie. On a vu la manipulation des médias dans certaines crises, que ce soit en Haïti, que ce soit en Ghana, que ce soit au Libéria, que ce soit au El Salvador, au Nicaragua. Donc ça fait partie aussi de notre mandat que l'on ignore souvent. Voilà, globalement, c'est autour de ces défis que je construis ma vision d'une UNESCO plus dynamique,
plus inclusive et plus forte, mais qui réaffirme la centralité de son mandat, qui est celui de bâtir la paix dans l'esprit des femmes et des hommes. Merci, Monsieur Matako. Comme l'a souligné tout à l'heure le père Jean-Pierre, nous suivons votre campagne et j'ai observé que vous avez beaucoup mis en avant l'Afrique lors de votre campagne. Comment comptez-vous équilibrer en fait cette priorité africaine où il y a beaucoup de besoins, d'énormes besoins, et ça c'est un fait, avec la vocation universelle de l'UNESCO? Voilà, très bonne question parce que effectivement, depuis 25 ans, depuis les années de sécheresse des années 80, depuis le lancement du premier programme spécial des Nations Unies pour l'Afrique par Boutros Ghali, nous avons un programme à l'UNESCO qui s'appelle Priorité Afrique, donc que j'ai dirigé pendant les 10 dernières années aussi, et qui consiste à donner plus de priorité aux programmes de développement en Afrique, que ce soit en éducation, en culture, dans tous nos domaines de compétences. Et nous avons une deuxième priorité globale, c'est du jargon technique, mais nous avons une deuxième priorité globale, c'est le genre, l'égalité de genre. On en reparlera après. Mais s'agissant de l'Afrique, on est parti d'une situation catastrophique dans les années 70-80, on s'en souvient tous, les grandes famines, les situations de pauvreté qui persistent encore dans certains cas, mais il faut reconnaître aussi que l'Afrique a progressé. L'Afrique, dans les années 2000, a été le continent qui a eu des taux de croissance à 2 chiffres pendant les 2 dernières décennies et qui continue de les avoir. Donc, il faut bâtir sur cette richesse. Il faut bâtir sur les jeunes. Il faut bâtir sur les populations dynamiques d'Afrique. Il faut sortir de l'ornière de l'Afrique qui reçoit et qui ne peut pas donner. Ce n'est pas vrai. Regardez la richesse qui est en Afrique. Je ne parle pas des matières premières, ce sont des lieux-dits. Je parle des pays, des 10 pays qui font partie du Grand Sud, qu'on appelle le Sud global, et des 5 ou 6 pays qui font partie des BRICS, par exemple. C'est des pays porteurs. C'est des pays qui peuvent être pas seulement récipiendaires, mais aussi donateurs au sein de l'Afrique. Donc, quand je parlais de crise financière, et c'est d'abord, je propose dans mon programme un effort de mobilisation des ressources domestiques, de ressources africaines, arrêtant cette dépendance que nous avons en Afrique de dépendre de l'extérieur, et même nos organisations régionales dépendent du financement de l'extérieur. Ce n'est plus admissible. L'UNESCO peut donner les moyens par plus d'éducation, plus de valorisation du patrimoine culturel, plus de reconnaissance du travail des femmes, plus de reconnaissance de la dynamique des jeunes, non pas en termes de dividendes, mais en termes de citoyens porteurs d'un idéal de transformation du continent africain. Et je propose 4 grands chantiers pour l'Afrique. Le premier, c'est mettre en place, contrairement à ce qu'on a fait, bien sûr, au cours des 10 dernières années, en utilisant les nouvelles technologies, ce que j'appelle Africa Lab, un laboratoire Afrique d'innovation, où on mettrait en avant annuellement, de manière biannuelle, toutes les innovations technologiques qui sortent de l'Afrique, et notamment de ces jeunes talents. Aujourd'hui, il y a en moyenne, chaque jour, sur tout le continent africain, 1 millier de startups qui naissent. Il y en a peut-être une centaine qui survivent au bout de 3 mois. Par manque de soutien, par manque de formation de ces jeunes qui produisent, qui imaginent. Un deuxième volet, ce sera la jeunesse. Je voudrais mettre en place un programme que j'appelle Génération UNESCO Afrique, mais qui peut être répliqué aussi dans les autres régions. C'est pourquoi votre question était intéressante, parce qu'on ne se focalise pas seulement sur l'Afrique. Il y a d'autres régions aussi qui méritent une attention, les Caraïbes, les petites îles en développement, l'Amérique du Sud, et en lien avec l'Afrique, toutes les questions d'équité, de justice sociale pour les populations afrodescendantes, la diaspora, la 6e région de l'Union africaine, y compris la diaspora qui est en Europe et ailleurs.
Je voudrais aussi mettre en place un programme en partenariat avec d'autres organisations des Nations Unies, Femmes pour la paix. J'ai été témoin dans toute ma carrière, témoin oculaire, pas témoin bureaucratique, du génocide au Rwanda, à l'est du Congo. J'ai fait des missions stratégiques au Congo-Brazzaville après les guerres civiles, au Libéria, en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce que ça représente, ce que représentaient les femmes dans la construction de la paix. Et c'est pourquoi je voulais mettre en place, avec toutes les organisations et les associations qui, à cette époque-là, étaient beaucoup plus dynamiques qu'aujourd'hui, un programme spécial Femmes africaines pour la paix. Parce que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau continental, elles ont le pouvoir et la puissance pour transformer l'Afrique et pour bâtir la paix et pour construire la paix. Voilà. Sans vous couper la parole, peut-être, M. Matoko, comment ces initiatives de Africa Lab, Génération UNESCO ou bien Femmes pour la paix, comment ces initiatives se traduiront sur le terrain? Alors, Africa Lab, comme je disais, c'est une initiative qui se basera sur les innovations technologiques. Bien sûr, on aura besoin de financement. Et moi, on m'a toujours appris à l'UNESCO, et dans beaucoup de cas, ça marche, que si vous avez de bonnes idées, l'argent suit. Voilà. Donc, je pense que c'est profond, hein, ça c'est profond. Je pense que c'est une très bonne idée pour l'Afrique de mettre en valeur les innovations technologiques qui sortent de l'Afrique. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'on a connu pour le nouvel ordre de l'information et de la communication. Dans les années 90, tout nous arrivait des grandes agences de presse de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons des agences de presse, grâce à l'UNESCO d'ailleurs, au niveau national, les maisons de la presse, les maisons des journalistes. On a malheureusement, avec moins de succès, la PANA, qui existe encore, mais bon, voilà, pour des questions de financement, ça a été créé par l'UNESCO. C'est justement des agences d'information qui drainent l'information du sud vers le nord, et pas seulement récipiendaires des grandes agences de presse. Donc, ces innovations technologiques aujourd'hui qui existent en Afrique, il faut les visibiliser. Si on ne les montre pas, ils ne peuvent pas avoir de financement au niveau mondial. Donc, c'est un forum annuel où on va montrer sur le continent africain ou ailleurs, un peu comme les forums de la mode, toutes les innovations technologiques qui viennent du continent africain. Femmes pour la paix, si je recense toutes les organisations féminines qui travaillent pour la paix, y compris à l'est de RDC, nous avons par exemple, avec le prix Félix Houphouët-Boigny il y a quelques années, le docteur Mukwege, donné un prix spécial à Julienne Oussenje qui travaille sur les femmes victimes de violences en temps de conflit, pas seulement en RDC, mais aussi ailleurs. Ce sont ces femmes-là. Nous avons l'organisation de Binta Diop qui est très connue, qui est une organisation qui travaille sur la paix. Nous avons des grandes figures qu'il faut montrer. Et c'est ça qu'il faut visibiliser. Aujourd'hui, j'ai l'impression, si je vous pose la question à vous, journalistes, dites-moi quelles sont les grandes bâtisseuses, les grandes organisations africaines constituées de femmes qui travaillent pour la paix au Rwanda, en RDC, au Libéria et ailleurs. Il faut les visibiliser. Moi, j'ai eu cette expérience directe dans les années 90 avec les Grassa Machel, avec Shirley Johnson, avec Binta Diop. Voilà. Elles existent encore, des jeunes femmes qui travaillent. Quand on va sur le terrain, on le rencontre. Et enfin, cette troisième idée des jeunes, ce n'est pas un discours que j'invente, c'est les jeunes qui le disent même, pas seulement les jeunes d'Afrique, hein, les jeunes du monde entier. Ils sont fatigués des discours, des paroles, des programmes. Il faut de l'action, mais de l'action citoyenne. On a tous été jeunes. Il ne faut pas les faire rêver. Il faut montrer leurs compétences. Et donc, il faut faire des programmes d'éducation à la citoyenneté, à la paix, en direction de ces jeunes, pour qu'une fois devenus leaders, très vite d'ailleurs, ils y arrivent. Hein. On voit des jeunes leaders africains, et pas seulement en Afrique, encore une fois, à qui il faut donner les moyens d'être des responsables politiques, des responsables citoyens.
Et ces programmes, nous les avons à l'UNESCO. Il faut les généraliser. Il faut cibler dans certains pays qui sont plus demandeurs que d'autres. Et je pense que le financement viendra si on a de bonnes idées et si toute l'Afrique adhère à ces idées. Merci beaucoup, Patricia. Oui, alors une question, Monsieur Matoko, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect culture de l'UNESCO et la culture est un vecteur central dans votre programme et notamment à travers des soutiens de l'UNESCO dans les grands festivals panafricains par exemple. Comment est-ce qu'à travers votre candidature, l'UNESCO peut renforcer en fait cette diplomatie-là culturelle pour favoriser des aspects comme de la paix, le développement durable et aussi l'égalité des genres dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, quand on parle de culture, bien sûr, c'est un vaste chantier. Et je disais en début d'intervention qu'on est aujourd'hui beaucoup plus reconnu pour la valorisation du patrimoine culturel, non seulement tangible, mais aussi intangible. Malheureusement, l'Afrique aujourd'hui ne représente que 10 à 12% du patrimoine culturel mondial. Et je peux citer dans l'Afrique centrale, notre région, il y a, en termes de patrimoine culturel tangible, à part le Bas-Congo, qui vient d'être reconnu il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il n'y a plus rien. En termes de patrimoine culturel intangible, on a eu la rumba, qui a été reconnue il y a 2 ans, et puis plus rien. Il y a une disparité sur le continent africain. Donc, il y a un effort à faire pour conscientiser les pouvoirs publics sur la nécessité de valoriser le patrimoine culturel. Nous sommes partis d'un concept, il y a une vingtaine d'années, du patrimoine culturel comme mémoire collective d'un peuple et de l'humanité, à un concept de patrimoine culturel comme élément d'une culture de la paix, où tout le monde se reconnaît. C'est pourquoi nous avons différentes conventions qui reconnaissent le patrimoine tangible comme élément de paix à ne pas utiliser, un peu comme les écoles, les hôpitaux, qu'on sanctuarise en temps de conflit, parce que c'est la mémoire de l'humanité. Mais je voudrais parler d'autres secteurs de la culture qui, à mon avis, sont de premier plan pour l'Afrique. Ce sont les industries culturelles. Donc, vous parlez des festivals, du FESPAM, du FESPACO, de Massa, etc., que nous appuyons traditionnellement, financièrement et techniquement. Mais quand vous recensez toutes les manifestations culturelles qui sont en Afrique, que ce soit dans la mode, je parle notamment du FIMA de Alfadi, je parle de Fashion Week à Lagos, je parle de toutes ces manifestations qui se font dans le secteur de la mode, design. Nous avons produit un rapport récemment sur le design en Afrique. Qu'est-ce qui fait que très peu de nos grands créateurs de mode n'arrivent pas à percer le marché mondial? C'est que localement, nous n'avons pas les bases de la formation, d'abord en création et ensuite en management, pour permettre à nos jeunes talents de s'épanouir. Vous allez à Abidjan, vous allez à Kinshasa, vous allez à Libreville, il y a au moins 3-4 fois par an des défilés de mode. Vous découvrez de nouveaux créateurs à chaque manifestation culturelle, etc. Match de football, fête nationale. J'étais récemment au FESPAM, mais j'ai découvert une troupe de jeunes scénaristes qui ont mis en place un ballet d'1 heure à peu près avec 120 tambours. Pas seulement des Congolais, des jeunes d'Afrique. 120 tambours en scène, synchronisés pendant 1 heure dans une salle. Vous vous rendez compte, on ne les connaît pas en Europe. Donc, il y a cet effort de soutien, évidemment, financier, mais il y a cet effort aussi de formation qu'il faut faire pour ces jeunes créateurs. Je prends l'exemple de l'école de Poto Poto que nous avons visitée il y a quelques années. L'école de Poto Poto a produit des grands artistes.
aujourd'hui, elle est en train de pratiquement de disparaître. Ce sont ces lieux de création que, à l'UNESCO que moi, je voudrais pour l'Afrique revaloriser. Et c'est très important. À Kinshasa, vous avez des grands artistes. Il y en a d'ailleurs un qui est, je crois qu'il s'appelle Samba, qui est, je crois, artiste pour l'appel UNESCO, assez récemment. C'est par ces différents programmes d'ailleurs qu'on peut valoriser. L'industrie culturelle représente aujourd'hui 3 à 4% du PIB. Dans tout le continent africain, au niveau mondial, à peu près 6%. Ce sont des milliards de dollars, malheureusement, qui échappent aussi au contrôle public. Donc voilà, ce sont les différents domaines de la culture, pas seulement du patrimoine culturel, que je voudrais valoriser en parlant de l'Afrique. Et bien sûr, je continue à dire que ce sont des modèles qui peuvent être répliqués dans d'autres régions. Absolument. Merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre? Oui, Monsieur Matoko, on ne peut pas parler de développement aujourd'hui, tout comme dans le passé aussi, sans aborder la question de nouvelles technologies. Je crois que vous avez même déjà fait allusion à ça. Et quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, personne ne peut y échapper maintenant et dans le futur. Et alors, en quoi de nouvelles technologies peuvent concrètement, selon vous, renforcer la recherche et l'enseignement universitaire dans les domaines aussi sensibles, selon vous? Alors, moi, je vais dire d'emblée que dans mes propositions, je n'invente rien et j'ajoute un élément d'inventivité et d'imagination supplémentaire pour donner à l'UNESCO la dimension qu'elle mérite. Ce sont des programmes qui existent déjà. C'est des programmes qu'il faut renforcer. C'est des programmes qu'il faut réadapter selon les situations. Il faut distinguer deux choses. Il y a les nouvelles technologies en tant que telles que nous avons connues dans les années déjà 80. Et d'ailleurs, dans le domaine de la communication et de l'information, on les appelait les TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui ont envahi tous les pays du monde entier, qui étaient porteurs de messages scientifiques, techniques, mais aussi culturels. Et au cours des 20 dernières années, il y a l'explosion de cette intelligence artificielle qui accélère encore l'introduction des nouvelles technologies dans le monde. Vous savez, quand vous vous appelez Siri sur votre iPhone, c'est de l'intelligence artificielle. Nous parlons là en utilisant les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle générative ou celle primaire, c'est utile, c'est le progrès de l'humanité, c'est le progrès scientifique. Sauf que ils peuvent être aussi générateurs de discrimination et d'exclusion. Je le disais en début, ceux qui maîtrisent la science aujourd'hui, ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, sont ceux qui façonnent notre pensée. L'introduction de mon document de vision à l'UNESCO, si vous écoutez mon audition, c'est bien cela. Nous sommes dans un monde paradoxal où nous maîtrisons toutes les technologies, nous avons tous les moyens de communication possibles et pourtant, c'est un siècle où tout le monde vit dans la peur. Tout le monde a peur de l'autre. Tout le monde a peur de la guerre qui peut arriver, des conflits. C'est ce paradoxe-là. Et c'est ce paradoxe que l'UNESCO peut résoudre. Je suis peut-être prétentieux. Les nouvelles technologies sont déjà utilisées dans l'enseignement depuis une vingtaine d'années. La première technologie, c'est la radio à distance. Vous savez, les émissions de radio qu'on écoutait au village, à l'école, à travers la radio, c'est la première technologie qu'on a utilisée pour l'éducation. Ensuite, sont arrivés les ordinateurs, où il fallait former des enseignants, déjà dans les années 90, et aujourd'hui, tous les outils de l'information. Il ne faut pas avoir peur de nouvelles technologies, il faut savoir les adapter à notre contexte. Sur l'intelligence artificielle, l'UNESCO a déjà fait un gros travail entre guillemets, de régulation.
à travers l'adoption d'une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui a pour but justement d'éviter ces fractures, ces discriminations, ces exclusions. Vous savez qu'en Afrique, il y a seulement 4%, 4 à 5% de la population, on revient sur notre continent, qui maîtrise, qui a accès à l'énergie électrique. Et pourtant, il y a 60% de la population qui utilise les nouvelles technologies, que ce soit le téléphone mobile jusque dans les villages, que ce soit les ordinateurs, etc., les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que, et dans le monde entier, il y a seulement 30 à 40% qui ont vraiment accès à Internet, et moins que ça qui maîtrisent la technologie, et pourtant, c'est eux qui influencent notre mode de pensée. Ce que je dis aujourd'hui, il y a 10 ans, certains de vos interlocuteurs auraient attendu 1 ou 2 mois pour m'écouter, ils vont l'écouter instantanément bientôt. Et je peux influencer leur pensée. Et d'ailleurs, l'idée en tant que candidat, c'est de les ramener vers mes idées. Donc, c'est important. Vous revenez à l'enseignement supérieur. D'ailleurs, l'Union africaine a investi aujourd'hui sur une stratégie continentale de l'intelligence artificielle qui a été adoptée récemment, avec d'ailleurs le concours technique de l'UNESCO, qui vise l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il n'y a aucune université de premier plan dans le monde qui ne soit pas orientée nouvelles technologies. En Afrique, on en a quelques-unes. Je vais parler de l'université de Ben Guerir au Maroc, par exemple, où nous, on a organisé le premier forum sur l'intelligence artificielle. C'est une université polytechnique qui n'a rien à envier avec certaines universités européennes. En Afrique du Sud également, ils ont ce type d'université. Et c'est ces modèles-là qu'il faut généraliser. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. On a besoin de 2 choses. On a besoin de la technologie elle-même, en termes de hardware, et on a besoin de soft power, c'est-à-dire de la maîtrise de ces outils par la formation des enseignants. Un enseignant ne doit pas avoir peur d'un élève qui utilise l'ordinateur. Il doit être capable de répondre. Et nous offrons ces formations, et je voudrais renforcer ces formations. Dernier point sur l'enseignement supérieur, M. Ojoko, c'est la recherche scientifique. On ne peut pas faire aujourd'hui la recherche scientifique sans utiliser de nouvelles technologies. Et l'Afrique aujourd'hui ne participe qu'à 2 ou 4% de la recherche scientifique mondiale universitaire. Et encore, en majorité produit par nos propres compatriotes qui sont à Berkeley, à Columbia, à Dauphine, à Hong Kong même. Et pas pour les Africains certainement. Et là, je crois qu'il y a un effort particulier à faire au niveau de l'enseignement supérieur qu'il faut examiner de plus près. Et cela fait partie de mes propositions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patricia. Merci Monsieur Matoko. J'aimerais que nous abordions un petit peu la question de la sécurité, mais aussi des défis en Afrique centrale et dans les Grands Lacs. Je voudrais d'abord rappeler à nos téléspectateurs et aussi aux auditeurs que vous êtes également coordinateur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et pour les quelques minutes à suivre, j'aimerais que nous parlions un petit peu de notre région, la région des Grands Lacs, et notamment la RDC, où vous avez aussi travaillé. Et justement, la RDC connaît encore aujourd'hui de graves crises sécuritaires. Monsieur Matoko, est-ce que vous pensez que... Non, d'abord, quel rôle une organisation comme l'UNESCO peut-elle jouer dans la prévention et la résolution des conflits en RDC? Alors, de manière générale, vous savez, dans le système des Nations Unies, on différencie, et aujourd'hui encore, depuis une dizaine d'années, on a compris que c'était des frontières friables. On fait la différence entre les organisations humanitaires ou qui travaillent dans l'urgence, qu'on peut être l'UNICEF, qu'on peut être le Programme alimentaire mondial, qu'on peut être l'OMS, puisque les soins de santé sont les premiers secours qu'on apporte en temps de conflit, tandis que les agences de développement comme l'UNESCO, qui travaillent sur le long terme, la FAO, sont considérées comme des agences de développement. Le BIT, pareil, etc.
Bon, il y a cette distinction. Mais on a découvert depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs, à l'initiative de l'UNESCO, lorsque nous avons lancé le grand programme Culture de la paix, et qui a donné lieu aussi au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Donc, le lancement a été fait à Yamoussoukro en 1989, où déjà on parlait du lien entre l'humanitaire et le développement. Vous ne pouvez pas faire de la résolution de conflits si vous ne le prévenez pas. Vous ne pouvez pas faire de l'humanitaire si vous ne mettez pas les bases pour le développement. L'erreur manifeste qui a été faite depuis les années 70, 60, c'est de considérer qu'on pouvait d'abord régler les questions humanitaires et passer aux questions de développement. Résultat, un seul résultat que vous verrez. Aujourd'hui, on a un concept, comme on aime les inventer dans le système international, qui est celui des réfugiés de longue durée. Parce qu'on s'occupait de leur survie, on ne leur donnait pas les moyens de dépasser ce stade de réfugiés, soit en éducation, en formation, etc. Et aujourd'hui, vous avez en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout, des réfugiés depuis 40 ans. Le long des frontières de Libéria, Guinée, il y a des réfugiés qui sont là depuis 30 ans, etc. Et ce qui se passe aussi d'ailleurs au Moyen-Orient, ces réfugiés, ces camps de réfugiés qu'on voit qui ne se terminent pas. Aujourd'hui, il y a une évolution du concept et nous travaillons ensemble avec ces organisations humanitaires pour prévenir les conflits par l'éducation, par la formation. C'est du travail à long terme. Moi, je suis convaincu sur la question notamment de l'Afrique centrale. J'ai été également témoin et à la base de la création d'une maison de la culture de la paix, d'une structure pour la culture de la paix au Burundi, après les événements, on parle toujours de 94-95, au Burundi et aussi au Rwanda. Je pense que ce sont des symboles. On a fait de la formation, l'éducation de toutes les couches. Et je crois, et des médias également, je parlais des médias, je me référais un peu à ce moment des médias communautaires qui participaient à tous ces conflits, d'ailleurs, qui attisaient le conflit. Et je pense que dans un certain sens, nous avons réussi à poser les bases d'une certaine stabilité. Mais non, il faut aussi reconnaître que si on ne parle que de l'UNESCO, nous ne sommes pas une organisation politique. Donc, il y a des enjeux politiques qui nous dépassent. Et là, c'est le département des affaires politiques. Nous posons les bases. En RDC, nous travaillons depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, nous avons un bureau à Kinshasa qui travaille sur la question des soldats, des jeunes soldats démobilisés, des enfants ou des filles qui subissent des violences par des programmes avec le docteur Mukwege d'ailleurs, hein, puisqu'il est président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny, et je parle de Julienne Lusenje aussi, sur des programmes de réhabilitation post-traumatique de ces filles qui sont victimes de ces violences sexuelles. Les résultats ne sont pas tout de suite palpables, mais nous faisons de la prévention à long terme. Et je crois que toutes ces actions que nous faisons, pas seulement l'UNESCO, mais tous les systèmes des Nations Unies produisent quelques résultats quand même. Mais non, il y a des enjeux politiques. Vous savez, vous avez vu ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza. Malgré tout ce qu'on apporte comme aide, le conflit est toujours là. C'est peut-être un niveau qui nous dépasse. Et comme on dit, nous posons les bases pour le futur. La résolution immédiate des conflits, je crois que ce sont d'autres organisations et d'autres gouvernements qui sont. Mais nous les accompagnons. Nous accompagnons pour le futur. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du patrimoine culturel et naturel. J'aimerais ici qu'on parle un petit peu de ce patrimoine culturel et naturel, mais de la RDC et de la région des Grands Lacs, qui est souvent menacée, en fait, justement, par ce que vous avez dit, aussi l'instabilité et les violences armées. Vous avez évoqué que vous travaillez dans le long terme. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens, en tout cas pour la protection de ce patrimoine dans un contexte d'instabilité Alors, on va faire, oui, on va faire une différenciation un peu technique. La RDC et le bassin du Congo, mais la RDC
est l'un des premiers pays à avoir ses réserves naturelles de biosphère et toute la faune, toutes les espèces vivantes reconnues à l'UNESCO comme réserve de biosphère à protéger. Et les grands parcs de Virunga, etc., sont sous la protection de l'UNESCO. C'est un patrimoine mondial, réserve de biosphère. Mais non, il y a des projets. J'ai été en RDC il y a 2-3 ans, j'ai visité avec le ministre de la Culture de l'époque des musées, des sites de patrimoine qui sont potentiellement éligibles, mais c'est un travail qui doit être fait d'abord au niveau national. C'est d'abord la reconnaissance au niveau national que tel site, tel monument, je parle du Basa-Congo, peut être patrimoine culturel tangible, et ensuite présenter au comité du patrimoine mondial des propositions. Je n'ai pas en tête, il y a 2 ou 3 projets qui sont en cours, mais ce sont des dossiers qui sont très longs. Alors, nous avons mis en place depuis quelques années, je vais poursuivre, un programme de renforcement des capacités du personnel des institutions publiques ou privées qui doivent monter ces dossiers pour les présenter au comité du patrimoine mondial. C'est là où nous avons des faiblesses, et pas seulement en RDC, que ce soit au Congo, dans toute l'Afrique. C'est pourquoi on représente seulement 10 à 12%. Première faiblesse, donc c'est la formation et la capacité de nos, on va dire comme ça, de nos fonctionnaires des ministères de tutelle de préparer un dossier. Ça, c'est classique, c'est reconnu. Nous travaillons étroitement avec le Fonds du patrimoine africain, qui est en Afrique du Sud, qui fait beaucoup de renforcement de capacité. C'est une institution de l'Union africaine, appuyée par l'UNESCO également, et également l'école de Porto Novo du patrimoine, l'école de formation de Porto Novo. Voilà. Deuxième point pour terminer, pour donner une vision, pour ne pas prendre trop de temps, le deuxième point, c'est que si vous parcourez l'Afrique centrale, alors, puisqu'on parlait de l'Afrique centrale, alors vous, journalistes, dites-moi quel est le site visible, on parle de tangible, hein. On a pu faire passer la Roma, on attend peut-être qu'on va faire passer le sakasaka, le pondu, le manioc, comme la baguette, la pizza, j'espère bien, tous ces trucs, la pâte d'arachide ou la moime, peut-être comme patrimoine intangible. Pourquoi pas? On a la pizza, la baguette, on a le couscous, on a le tchéboudienne qui est passé, etc. En Afrique centrale, je ne sais pas, c'est peut-être vous, les journalistes, qui devraient faire une sorte de lobby pour que nos gouvernements se rendent compte que nous avons des richesses qui peuvent être reconnues dans le patrimoine mondial et pas seulement la rumba. Absolument. Mais, quel est les riboquets, par exemple, les riboquets, puisqu'on dit déjà que on dit que le riboquet est entré dans les dictionnaires français, bon, on pouvait déjà. Ben, voilà. Vous savez, c'est une question de volonté politique et c'est une question de capacité. On a un énorme, mais les danses, le wara ou les danses traditionnelles, du tambour, etc., les danses kikongo, mais ces danses merveilleuses, mais ils ne sont pas inscrites sur le patrimoine intangible, alors que vous avez là, je ne sais pas moi, la polka, la salsa, le tango qui sont inscrits. Nous, voilà. Donc, on ne peut que faire ce travail-là nous-mêmes, et vous, journalistes, peut-être. Et si je vous posais la question de me dire qu'est-ce que vous avez de visible en RDC comme patrimoine culturel tangible, c'est un problème historique. Hein. Dites-moi lequel. C'est vrai, que vous voyez, comme la Tour Eiffel, comme vous voyez les châteaux de la Loire, comme vous voyez, est-ce que vous en voyez un? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Nos traditions, et ça, c'est pas notre faute, nos ancêtres n'avaient pas, on va dire, si vous regardez alors on parle entre Africains, regardez le royaume du Basa-Congo, ce qu'on a donné comme patrimoine, et quand vous regardez le Taj Mahal, ou si vous regardez, je sais pas moi, la citadelle à Pékin, ça n'a rien à voir. Si vous regardez tout ce qu'il y a à Lalibela, à Aksum en Éthiopie, à Gondar, ça n'a rien à voir. Le Basa-Congo, je vais dire. Bon, bref, je ne le dis pas.
Mais on doit fouiller ces symboles, on doit les trouver. Si vous, journalistes, vous faites une campagne, vous dites en RDC, il y a tel monument qui a été construit à telle époque, ou etc., et qu'on n'a pas détruit à travers nos révolutions, là, comme on détruit tout, ce sont ces patrimoines-là qu'il faut protéger, mais il faut les trouver. Tout à fait. Merci beaucoup, hein, puisque nous allons avancer, puisque nous voudrions vraiment profiter de cette émission pour vous faire parler, puisque pour d'abord faire connaître l'UNESCO, mais surtout pour faire connaître aussi votre vision, c'est très important. Et nous essayons d'avoir plusieurs points. Et je m'excuse si nous pouvons avoir resté en Afrique centrale. Et comme l'UNESCO met l'accent sur l'éducation, et on remarque avec les situations que l'Afrique centrale est en train de vivre, il y a beaucoup de jeunes, des Grands Lacs surtout, qui sont affectés effectivement par la guerre et la précarité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, M. Matoko, comment l'UNESCO peut contribuer à leur offrir des perspectives à travers l'éducation, la formation et l'emploi, selon votre vision comme si je peux dire comme ça, futur, pour vous donner la chance, comme futur directeur général de l'UNESCO? Alors, moi, je disais, merci d'ailleurs, et j'accueille avec, si je peux utiliser ces termes, si vous le permettez, hein, c'est avec beaucoup de joie que j'accueille vos bénédictions pour la campagne, pour cette élection. Alors, moi, je disais que les jeunes, il ne faut pas leur bercer d'illusions. On a tous été jeunes. On pensait qu'on pouvait transformer le monde. Et une fois que certains d'entre nous sont devenus leaders, je ne sais pas s'ils sont restés des exemples pour les autres jeunes. Donc, on ne parle pas ici d'eugénisme, on ne parle pas de confrontation de génération. On parle d'une continuité générationnelle. Et on parle de former des jeunes à un certain type d'éducation que nous, on appelle éducation à la citoyenneté globale, éducation à la paix, éducation aux droits de l'homme, éducation à la culture de la paix, qui leur permettent d'être autonomes et devenir réellement des futurs leaders, pas seulement du continent africain, du monde. Je parle de la jeunesse mondiale. Il existe cette jeunesse. Et pour ça, il y a 3 pistes. D'abord, il ne faut pas les laisser dans l'ignorance. Donc, tous ces jeunes dont vous me parlez, et pour la plupart qui sont enrôlés dans les armées, etc., on leur prive d'une éducation de base où ils peuvent être décideurs de leur destin. Donc, ça, c'est important. La formation, l'éducation. Deuxièmement, il y a tout le volet, quand vous parlez des jeunes sans emploi, il y a tout le volet de la formation technique et professionnelle qui existe déjà à l'UNESCO, mais dont je voudrais renouveler la pensée. Vous ne pouvez pas vous obstiner dans certains pays à former des menuisiers si on n'a pas un programme qui leur permet de devenir menuisier. Moi, vous certainement, des neveux, je suis plombier, j'ai fait la menuiserie là, et il n'a même pas 100 francs ou 1000 francs pour acheter un rabot. Ce n'est pas compatible. Nous influençons les politiques publiques pour que ces formations importantes soient accompagnées également de programmes d'investissement pour les jeunes. Et on ne le fait pas seul. L'UNESCO ne travaille pas seul. On travaille avec le BIT, on travaille avec la FAO quand il s'agit des coopératives agricoles pour les jeunes ou les femmes. On travaille avec l'OMS quand il s'agit de nutrition, de programmes en soins de santé, etc. Donc, c'est un travail global que nous faisons. Troisièmement, et ça, c'est une innovation certainement, nous devons délocaliser la pensée. La pensée, elle est encore centrée dans l'autre monde, on va dire. Pour ne pas dire en Occident. Ici, sur place, ce monde-là, pas l'au-delà. Pour ne pas dire à l'Occident. Voilà, exactement. Il faut, et c'est pourquoi je parlais d'Africa Lab, ça participe de tout ça. C'est qu'il faut que la pensée africaine de développement, aujourd'hui, si je peux permettre un avis personnel, ce n'est pas celui de l'UNESCO ni d'un candidat,
puisque j'ai travaillé plusieurs années dans les projets de développement et un peu dans tous les sens en Afrique. Hein. Tous ces nouveaux mouvements de décolonisation, recolonisation, indépendance, etc., il faut qu'on forme une pensée, pas unique, une pensée multiforme, mais une pensée africaine du développement, et nous avons les capacités de le faire, pour que les jeunes d'aujourd'hui aient des orientations pour le futur, quand ils deviennent eux-mêmes leaders. Quand on parle de l'école, aujourd'hui, on nous pose encore la question de savoir, mais quelle école vous voulez et pour quelle Afrique? Voilà la réponse. Donc, je pense que quand vous me parlez de la jeunesse, il faut certainement parer à l'immédiat des emplois, la formation technique et professionnelle adaptée à l'économie, l'école qu'il faut certainement réadapter dans certains pays, mais ensuite, il faut préparer le futur dans leur tête, que ce soit vraiment des citoyens responsables. Et ça, c'est tous les programmes qui se font dans l'école, en dehors de l'école, dans le système non formel aussi. Merci, merci beaucoup. Merci. Monsieur Matoko, si, à titre personnel, si vous êtes élu directeur général de l'UNESCO, comme vous l'a dit tout à l'heure le Père Jean-Pierre, vous l'a souhaité tout à l'heure le Père Jean-Pierre, et je suis d'avis avec lui, quel message souhaitez-vous adresser d'abord aux populations africaines, puisque l'Afrique est une priorité pour l'UNESCO, mais aussi aux autres populations comme des Caraïbes et du monde entier pour lesquelles vous allez travailler? Alors, mon motto, si vous voulez mon document de vision, de stratégie, mon motto, c'est une organisation au service de toutes les nations et de tous les peuples. Pas d'une région, pas d'un pays. Quand on devient directeur général, même si on est accompagné dans la campagne par un gouvernement, on est d'abord un fonctionnaire au service de tout le monde. On ne représente pas plus son pays. Et c'est ce que je voulais porter comme message. Un serviteur de toutes les nations et de tous les peuples, sans accompagnement, sans projet ni ambition politique. Et je vais répondre à une question peut-être qui vous brûle aux lèvres, journaliste. Pourquoi je me porte candidat? Je me suis porté candidat pour avoir servi cette organisation pendant plus de 30 ans et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, dans ces temps d'incertitude, de doute, de défis permanents dont j'ai parlé, j'ai, connaissant l'organisation, comme certains me le disent, certains collègues, du sous-sol au dernier étage, tous les coins et recoins, je pense que, et c'est aussi un de mes leitmotivs dans mes documents, c'est qu'on n'a pas de temps à perdre pour apporter des changements. Il y a déjà des changements en cours. Ma connaissance, mon expérience du système multilatéral, de l'UNESCO, pas seulement au siège à Paris, mais aussi à Kinshasa, au bureau de Kinshasa. Je sais où se trouve le bureau du directeur. Ailleurs, dans les autres régions, me donne à croire que tous ces changements qui sont attendus n'ont pas besoin d'organiser des groupes de travail, de réflexion, attendre 6 mois avant de prendre une décision. Et c'est cette expérience, cette connaissance que je mets au service de l'organisation et c'est ma motivation principale. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les défis que j'ai énoncés, l'organisation a besoin de cadres de l'intérieur qui connaissent la maison, qui peuvent apporter des réponses immédiatement. C'est ce que je propose. Mais le message universel, c'est celui d'une organisation qui est inclusive, qui donne de l'espace à toutes et à tous, au même pied d'égalité, les États membres, les observateurs, les nations et tous les peuples. Sans distinction, comme le dit la charte, de race, de sexe, de religion ou quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il n'y a pas de pire barrière, pour terminer, il n'y a pas de pire barrière au progrès que celle qui divise les peuples à cause de leur origine sociale, leur origine raciale ou d'autres origines. Et l'UNESCO a le pouvoir de briser ces barrières. Nous avons le pouvoir de briser ces barrières. Et moi, j'y crois. Merci. En tout cas merci beaucoup, hein, M. Matoko. On parle quand même des régions.
dans le monde. On parle de l'Afrique comme région, on parle de l'Asie, on parle des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on parle de l'Europe. Alors, en vous présentant même dans cet organisme qui se différencie de ses origines nationales ou continentales, est-ce que vous sentez, par exemple, que votre continent, l'Afrique vous accompagne, ou bien se présente unie, ou bien en ordre dispersé, par exemple, pour vous soutenir à prendre la direction, puisque ça compte beaucoup, ou bien vous sentez... Oui. Quel est votre sentiment dans ce sens-là? Comment vous sentez-vous soutenu, ou bien l'Afrique, chacun veut peut-être, je ne sais pas combien vous êtes, et ça aussi vous nous direz un peu, j'ajoute comme ça, combien est-ce que vous êtes, et comment aussi se déroulent ces élections, pour qu'on ait un peu une idée quand même. Alors, premièrement, en termes d'échéance, les élections, la première étape des élections aura lieu au mois d'octobre. Aux premières quinzaine d'octobre, la date n'étant pas définie encore, c'est une élection qui se fait, on va dire une désignation qui se fait par vote secret devant ce que moi j'appelle les grands électeurs, qui sont 58 États membres qui font partie du Conseil exécutif de l'UNESCO. Ensuite, un mois plus tard, les résultats de cette élection sont portés à l'Assemblée générale qui aura lieu cette fois-ci au mois de novembre, un mois plus tard, à Samarcande, en Ouzbékistan, pour confirmer la désignation. Et en général, cette première étape est l'étape qui détermine le candidat idéal, puisqu'on ne retient que, sauf en cas d'ex-aequo, on ne retient que le candidat qui a eu la majorité. D'accord. Donc, c'est crucial l'étape d'octobre. L'Afrique représente dans ces 58 États membres qui sont divisés en blocs régionaux 13 États. Donc, il y a 13 pays d'Afrique qui sont les premiers votants avant l'Assemblée générale, la conférence générale. Nous avons eu, il y a 3 candidats. Hein. Il y a un candidat de l'Égypte, enfin, d'origine égyptienne, une candidate d'origine mexicaine et votre humble serviteur. Donc, ça fait 3 candidats. On peut, ce n'est pas le lieu de le faire, mais voilà. On a eu par le passé 6 oui candidats. Et je dis, c'est peut-être la crise du multilatéralisme. On est 3, donc on est 3 à faire campagne pour ce poste. J'ai eu l'occasion de parcourir le continent africain et notamment ces 13 pays et d'autres au cours des 2 dernières semaines. Je viens de conclure il y a une semaine à peu près. Et je peux vous dire qu'il s'agit du groupe électoral à l'UNESCO qui est l'Afrique subsaharienne, en gros. Pas en gros, c'est l'Afrique subsaharienne, puisque l'Afrique du Nord fait partie de la région arabe, de notre groupe électoral. Bien que faisons partie de l'Afrique continentale, l'Union africaine, mais je peux vous dire que nous avons eu le soutien de tous les États, donc de l'Afrique subsaharienne, pour cette candidature qui est Afrique subsaharienne, en commençant par l'Afrique centrale. Bien que la RDC ne soit pas électeur à la première étape, le gouvernement de la RDC, à travers ses délégations, m'ont apporté leur appui. Le Gabon, l'Afrique centrale, notre propre région. Donc, je suis conforté par ce soutien. Je pense que les autres aussi essaient d'avoir, mais effectivement, nous avons fait cette première partie de campagne et l'Afrique nous soutient. Nous avons fait une partie de l'Asie déjà auparavant. Il y a certains pays aussi qui nous soutiennent et nous allons vers l'Amérique du Sud dans les prochaines semaines, où il y a aussi une douzaine d'électeurs. Il y a des grands pays comme l'Argentine, le Chili, le Mexique, d'ailleurs, le Brésil, Cuba, Haïti. Et je pense que nous aurons là-bas aussi quelques soutiens. Nous sommes confiants que notre candidature présente
je fais campagne là, notre candidature représente celle de l'assurance, de la tranquillité, de la transition. Étant originaire d'un pays qui n'est pas impliqué dans les grands conflits, étant un fonctionnaire de la maison, et donc la question de la politisation, par exemple. Oui, oui, puisque vous, j'allais y revenir, puisque vous avez fait allusion à ça, et je crois que la politisation de ce genre d'institutions ne va pas beaucoup jouer. Et j'ajoute quand même quelque chose par curiosité, une question qui me vient comme ça, en vous écoutant parlant de tout un voyage. Ça doit être très cher d'être candidat à l'UNESCO, puisque c'est plus que même les dépenses de la candidature d'un président d'un pays, puisque vous devez parcourir le monde, et ça coûte cher, ça, et du point de vue financier. Exactement. Exactement. Je ne parle pas en tant que candidat, mais effectivement, un observateur extérieur, et malheureusement, ce n'est pas propre à l'UNESCO seulement, toutes ces élections des institutions internationales qui sont portées par des gouvernements, malheureusement d'ailleurs, ou heureusement par des gouvernements, impliquent cette dose de politisation peut-être aussi. Si c'était des candidatures individuelles, on se contenterait peut-être de faire des émissions de radio, de parler aux ambassadeurs depuis son bureau, la maison. Mais quand ce sont des États, évidemment, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut noter. On dépense autant d'argent pour une élection d'un fonctionnaire, qui est un fonctionnaire, hein, qui n'est pas un représentant d'un pays. Mais bon, peut-être que les choses peuvent changer dans quelques années, quand on se rendra compte qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est toujours ça l'espoir, qu'on peut améliorer le système. Ok. Patricia. Merci beaucoup. C'est très inspirant de vous écouter. Et encore une fois, bonne chance à vous. Pour la suite, en tout cas pour clôturer notre émission, parce que nous allons vers la fin, ça fait déjà 1 heure que nous avons discuté, oui, et on aurait aimé continuer ainsi, mais le temps ne nous permet pas. Alors, on aura d'autres occasions. Évidemment, merci. Nous avons une question que nous posons à tous nos invités, c'est une question un petit peu phare, c'est, alors, Monsieur Matoko, si vous étiez une citation, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Si vous étiez une citation. Si moi j'étais une citation, je vous donne une citation. Oui. Vous savez, il y a un élément, et je vous donnerai la citation, et vous me direz si vous savez de qui elle est. Il y a quelque chose que je dis au début de ma présentation, et de ma vision, pour avoir vécu toutes ces années à l'UNESCO, d'abord jeune, d'un pays du tiers-monde, qu'on appelait tiers-monde. Aujourd'hui, élégamment, on parle du Sud global, Global South. Avant, on était le tiers-monde. Hein. Et quand on sortait de ce pays sous-développé, on regardait les Nations Unies, on avait tous envie d'aller travailler aux Nations Unies parce qu'on croyait, et moi, on y croit toujours, c'est ce qui motive aussi le fait que je me présente, aux idéaux de ces organisations. Au fait que ces organisations étaient les seules capables de changer nos vies. Effectivement, ils ont changé nos vies. Si vous regardez l'Afrique, tous les boursiers de l'UNESCO, les enseignants qui ont été formés grâce aux bourses de l'UNESCO, les écoles qui ont été construites, les écoles normales à Kinshasa, à Brazzaville, à Bangui, à Libreville ont été construites grâce à l'UNESCO. Les écoles pédagogiques, etc. C'est grâce à ce travail que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je garde cette conviction que l'UNESCO peut continuer à changer. Alors, certaines conditions ont changé quand je parle de politisation. Effectivement, on ressent tous à l'intérieur, depuis quelques années, un déplacement des objectifs de l'UNESCO vers d'autres terrains. Ce n'est pas le fait du secrétariat ni des fonctionnaires, hein. Ce sont la géopolitique internationale peut-être qui nous mène là. D'où l'idée, depuis le début, de réaffirmer la centralité du mandat, de revenir à ce que nous sommes. Citation. Et vous me direz qui l'a dit.
Le bois mort peut dormir longtemps dans un marigot, il ne deviendra jamais caïman. Kofi Annan. Morale, voilà. La prochaine fois, je vous le dirai. C'est africain. Monsieur Matoko, en lingala aussi, on dit. Voilà, exactement. Ndete, Namai. Voilà. C'est un proverbe général africain, Patricia. Ça peut être de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on redevienne nous-mêmes. On devienne ce qu'est l'UNESCO a été créé au début. On ne doit pas imiter les autres, on ne peut pas faire comme les autres. On n'y arrivera jamais. On ne veut pas être des Nations Unies, le département des affaires politiques pour régler les conflits. On ne veut pas être la FAO ou le PAM pour distribuer l'aide alimentaire. On doit être ce que nous sommes. Notre mandat, c'est l'éducation, la culture, la science, la communication. Voilà, le proverbe dit tout. La citation dit tout. Merci, excellent choix. Merci. Père Jean-Pierre, à vous. Ben, je pense que c'est à vous encore la parole, Patricia. Alors, je vais donner, nous sommes à la fin de l'émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et merci à notre invité. Mais pour clôturer l'émission, vraiment, je voudrais lui donner le mot de la fin. Et ensuite, nous clôturons calmement. Merci. Oui, justement, le mot de la fin, là où il peut résumer toute sa pensée comme candidat, puisque c'est important. C'est à cause de ça que d'ailleurs, nous lui manifestons aussi notre soutien par cette manière, hein, puisque c'est important pour l'UNESCO et pour l'Afrique. Ouais. Alors, très brièvement, trois idées. La première, c'est que, comme je l'ai dit, en ces temps d'incertitude, de troubles, en ces moments où on doit apporter des solutions rapides, je pense qu'un candidat d'expérience, un candidat de la maison, c'est le profil que nous devons privilégier, que les électeurs devraient privilégier pour cette organisation. Deuxième idée, l'UNESCO doit rester un espace privilégié de dialogue et de solidarité pour toutes les nations et tous les peuples. Et nous avons cette capacité de rassemblement, d'offrir ces espaces neutres, apolitisés, dépolitisés et au service de toutes les nations et tous les peuples. Enfin, je crois et j'ai toujours la conviction que j'ai eu en entrant jeune, pour avoir eu cette chance unique d'entrer jeune dans cette organisation, d'avoir parcouru le monde en temps de paix, de conflit, avec l'UNESCO, je crois que cette organisation qui défend l'éthique et les valeurs est celle dont nous avons besoin aujourd'hui, où le matérialisme financier est plus que jamais à l'ordre du jour, où les intérêts priment sur les valeurs humanistes que nous défendons. Et si je deviens directeur général, ce sont ces valeurs que je veux défendre à travers l'organisation. Merci. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers votre média. Alors, en tout cas, un grand merci, Monsieur Firmin Edouard Matoko, d'avoir d'abord accepté notre invitation, de nous avoir partagé votre expérience professionnelle et puis aussi de nous avoir parlé de vos ambitions, de vos idées. Et si je peux dire quelque chose en italien, in bocca al lupo. In bocca al lupo, c'est vraiment crêpe à lupo alors. Exactement. En tout cas, un grand merci. In bocca al lupo, c'est moi qui dois vous le dire, pour cette campagne qui vous épuise même physiquement, hein, puisque bon, voyager dans les avions, c'est toujours pas facile aussi, hein, avec les changements des fuseaux horaires. En tout cas, un grand merci. Et je crois que vous méritez, puisque quand on regarde votre CV, je peux dire que vous avez passé votre adolescence professionnelle au sein de l'UNESCO, votre maturité donc professionnelle au sein de l'UNESCO, et vous méritez de diriger cette institution que vous connaissez, puisque en regardant votre CV,
vous avez passé toute votre vie à servir l'UNESCO et l'humanité entière. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions aussi tous nos téléspectateurs. Et n'oubliez pas, hein, surtout, de vous abonner à notre chaîne YouTube, Dialogue avec, où vous allez d'ailleurs retrouver l'émission avec Monsieur Firmin Edouard Matoko. Et nous lui souhaitons, comme on dit en italien, bocca al lupo. Donc, bonne chance pour les élections et courage. Et nous allons le retrouver prochainement. Et c'était un plaisir de passer ces moments avec lui. Et merci beaucoup, hein, Patricia. La complice. Merci, à très bientôt. Et encore une fois. Merci, à très bientôt à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, à très, très bientôt. Et nous allons vous retrouver dans d'autres émissions pour, avec le même, disons, le même plaisir. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci encore une fois à tous les deux. Merci. Merci.